Jean-Claude Fontanive, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour les 60 ans de l'IAE de Paris. C'est les 60 années d'avant qui nous intéressent, mais surtout les 60 années d'après. Vous êtes sorti vous-même de l'IAE en 1983. À l'époque, le diplôme s'appelait un DESS-CAE. Aujourd'hui, il a changé de nom. C'est exactement la même philosophie. Il s'appelle le MBA-MAE. Vous êtes aujourd'hui président, CEO d'une société qui s'appelle Emedio. Si on revient à ce moment où vous êtes venu à l'IAE de Paris, quelle était la raison? Pourquoi avez-vous choisi à ce moment-là l'IAE de Paris? J'ai choisi l'IAE de Paris tout d'abord parce que je suis sorti d'une école d'ingénieur. Donc j'ai passé 5 ans, 2 ans de prep plus 5 ans d'école d'ingénieur, ce qui fait que 7 ans après, je me suis retrouvé dans des dispositions et je me suis aperçu que je ne connaissais pas du tout l'entreprise. J'avais vraiment, de manière forte, appris ce que c'était les techniques de l'ingénieur, mais très peu sur l'entreprise. Alors pourquoi après essayer de faire un MBA, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, je veux dire mais quelle formation complémentaire effectivement on peut faire. Et à l'époque il n'y avait pas énormément de MBA, il y en avait quelques-uns. La Sorbonne, c'est la renommée de la Sorbonne, et après avoir consulté, avoir pu rencontrer un certain nombre de personnes, on dit qu'il y avait un intérêt considérable à pouvoir suivre les cours de l'IAE, sachant très bien qu'il y avait un point qui m'avait vraiment attiré, c'était le fait qu'il y ait effectivement des cycles pour ceux qui sortaient directement des études d'ingénieurs, donc après leur formation universitaire ou d'ingénieur, et des personnes qui étaient déjà en entreprise. Et ça, c'était pour moi quelque chose de très important parce que ça permettait d'avoir un mix, en tout cas, entre le monde professionnel et le monde étudiant, parce qu'on est toujours étudiant finalement. Alors avec le recul, si vous essayez de dégager le meilleur souvenir ou les meilleurs souvenirs de ce passage à l'IAE de Paris? Alors j'ai plusieurs, c'est très difficile de dire j'ai un meilleur souvenir. Tout d'abord, c'est l'ambiance. L'ambiance a été extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on travaillait beaucoup, à part les grands cours magistraux, par des grands professeurs, il y avait effectivement ce qu'on appelait effectivement le travail en groupe. Et ce travail en groupe était très important. Il y avait une convivialité, une intelligence collective, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs ailleurs, et surtout cette animation qu'il peut y avoir entre le monde professionnel et les étudiants que nous étions. On n'avait pas du tout les mêmes approches, donc on était déjà dans un échange qui était très productif, ou en tout cas d'avoir des diversités qui me permettaient effectivement de pouvoir dire que ça c'était vraiment des très bons souvenirs. Puis après les cours magistraux sont quand même été vraiment extrêmement intéressants avec de grands professeurs qui se collaient à l'actualité et à l'évolution de cette actualité à ce moment-là. Nos étudiants parfois se demandent, même s'ils apprécient toujours bien sûr l'ambiance de l'IAE de Paris aujourd'hui, ils se demandent au fond ce que j'étudie, est-ce que ça va me servir? Vous, avec le recul aussi, là vous diriez, l'IAE de Paris vous a apporté quoi? On va dire tout au long de votre carrière peut-être, dès le démarrage et puis ensuite? Pour te dire, j'ai commencé mon activité à Drouot Assurance avant que Claude Bébéard de ses Mutuelles Unies vienne effectivement racheter en 82 cette compagnie d'assurance. Et déjà, je dis de manière très claire, j'avais un peu compris le message de Claude Bébéard quand il était arrivé à Drouot, c'est de dire je vais être le premier groupe mondial. Et à cette époque, dans l'assurance, c'est assez feutré. Qu'on puisse dire effectivement que dans 20 ans ou 25 ans, on allait être premier groupe mondial, ça paraissait pour quand même l'ensemble du personnel un peu utopique. Voilà. Et c'est là où j'ai compris effectivement l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt effectivement de la stratégie, l'intérêt effectivement des vocations à avoir des profils différents, l'enrichissement, etc. Et là, j'ai compris qu'au départ, dans mon activité, ce n'était pas mes réflexes d'ingénieur qui allaient, même dans la technique de l'assurance, allaient être prépondérants. C'était beaucoup l'intérêt que j'ai pu avoir à travers tout ce que j'ai pu comprendre, même très modestement au départ de mon activité, hors expérience, et d'avoir en tout cas les réflexes qui permettaient de dire sur tel ou tel sujet, on peut avoir une vision transversale des problèmes. Vous avez évoqué un tout petit peu votre carrière. Vous nous dites c'est un peu comment justement vous arrivez à la tête de la société Emedio. Peut-être, je dirais, quel est le parcours qui vous permet d'occuper les fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, et peut-être aussi comment cette société va évoluer, comment vous la faites évoluer aujourd'hui, que vous en avez pris la présidence. J'ai 2 périodes de ma vie. Une période de grand groupe, voilà, et qui m'a permis effectivement d'avoir des plus grandes fonctions. Je commence par directeur général, on a commencé par l'assurance. Après, j'étais le promoteur de l'opération Banque Assurance du Crédit Lyonnais, une très belle aventure. Après, je suis passé dans le monde du service informatique, ce qu'on appelait l'outsourcing, par un groupe américain, qui est Electronic Data System. Enfin, de belles aventures dans de très grandes entreprises, dans un monde qui commençait à évoluer. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup compris
l'importance qu'il y avait dans les relations humaines, ou en tout cas dans le traitement des affaires pour conquérir une affaire. Et c'est tout à fait important. C'est-à-dire, en gros, quand vous avez un client ou un prospect, de manière d'une taille relativement importante, c'est effectivement de convaincre les personnes que finalement l'offre que vous allez faire elle est la meilleure, mais en tout cas la plus probable pour pouvoir être prise. Mais c'est surtout convaincre ceux qui sont contre à devenir neutres, les neutres à devenir, s'ils restent neutres et ça, mais en tout cas positifs, mais ceux qui sont positifs, de toute façon, ils sont en fait positifs. Donc toute la subtilité de l'organisation, de l'approche collective pour inciter, en tout cas convaincre de la meilleure façon du monde d'être présent et en tout cas de faire évoluer et de voir être et concrétiser effectivement l'affaire. Ce qui m'a amené à la notion de lobbying. Comme j'étais dans un groupe international, je me suis aperçu que finalement le lobbying c'est exactement ça, c'est qu'on a beaucoup de parties prenantes avec des intérêts complètement divergents, peu convergents, et comment ramener l'ensemble de toutes les parties dans un plus petit commun dénominateur positif pour qu'on puisse avancer sur les choses. Voilà. Et d'où ma nouvelle façon. Donc j'ai créé Imedio, j'ai beaucoup participé effectivement à l'Union européenne, j'ai beaucoup participé sur des lobbying sur des sujets très précis. En particulier, j'étais le premier importateur de véhicules électriques à Bruxelles, j'étais le président de l'Association européenne des véhicules électriques. Alors là, j'ai vu ce que c'était les lobbying aussi automobiles au moment de la crise. Il fallait maintenir l'ensemble du tissu industriel européen, donc les voitures électriques, c'était bien. Mais quand même, on n'allait pas sabrer toute l'industrie des investissements qui avaient été déjà faits, donc il fallait quand même les amortir. Donc voilà, j'ai beaucoup participé. Et étant né au Maroc et ayant vécu toute mon enfance et adolescence du côté sud de la Méditerranée, j'ai vu les écarts qu'il peut y avoir entre le nord et le sud. Et depuis 25 ans, j'ai beaucoup travaillé sur cet axe vertical, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique et comment, à travers la Méditerranée, de dire finalement, le monde entier a réussi cette verticalité, le monde entier a réussi des groupements, sauf que nous, on s'est arrêté à la Méditerranée. L'Europe a loupé vraiment de manière tout à fait importante le pari qu'elle aurait pu gagner depuis longtemps. Je pense que c'est peut-être déjà trop tard par rapport aux autres puissances. Voilà. Et donc je me suis beaucoup intéressé à ça. Je suis le vice-président de l'Initiative économique pour la Méditerranée, qui est en fait une association pour promouvoir, en tout cas à travers la société civile et non politique et les entreprises, essayer de promouvoir ce pont qui est nécessaire et indispensable au regard de toutes les problématiques que nous avons aujourd'hui dans le monde contemporain et à venir. C'est peut-être, alors, du point de vue des fonctions et du point de vue de ce que vous avez développé, quelque chose qui peut apparaître paradoxal de l'extérieur, c'est-à-dire que le lobbying semblerait vraiment quelque chose de la culture anglo-saxonne, et pourtant, Bruxelles, l'Europe, en réalité, est un cœur de lobbying, peut-être un des plus forts du monde, non? Je confirme que c'est le monde anglo-saxon qui a le lobbying, ça c'est le premier point. Et j'ai beaucoup participé, en tout cas à travailler sur un sujet qui est la business diplomatie. La business diplomatie, c'est de dire finalement on fait des affaires, mais les affaires ne se font plus comme avant. On ne téléphone plus un ministre, on téléphone encore moins un ambassadeur, je parle de la France, on était vraiment quand même préparés dans des réseaux extrêmement bien pensés, en particulier sur l'Afrique. Le monde a complètement changé. On est allé maintenant dans une rupture complète de mode de fonctionnement, en tout cas dans les relations professionnelles. Et là, je vois qu'il y a un des vrais enjeux, c'est ce que j'appelle moi la business diplomatie, c'est comment allier les affinités intellectuelles, culturelles, ou même voire interculturelles avec le monde du business pour être à peu près, je dirais, se mettre dans les meilleures conditions qui permettent en tout cas d'aborder les affaires pour des conditions de réussite. Vous avez utilisé le mot rupture, il se trouve que la table ronde que nous allons tout à l'heure animée, ou en tout cas dans laquelle vous allez participer, vous avez fait le plaisir de participer, a pour thème la rupture. Nous voulons évoquer le changement très profond du monde des affaires, du monde économique, non seulement évidemment en Europe, mais aux États-Unis, mais on va dire sur la planète entière. C'est quelque chose qu'au sein de votre activité, vous voyez apparaître. Alors on parle évidemment souvent de ce symbole du digital, qui est peut-être plus qu'un symbole. Vous voyez en ce moment le changement on va dire évoluer, et arriver, déferler peut-être? Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Je pense que, pour moi, le premier phénomène, c'est qu'on sera 9 milliards d'individus sur Terre. Et que chaque individu peut aspirer, ou en tout cas veut aspirer, au mode de vie occidental. Ça, c'est quand même un point qui est non négligeable. 2, transformation complète. Quand je dis transformation complète, et vous l'avez évoqué très justement, c'est le numérique. Je veux dire, il y a eu Gutenberg, il y a eu l'écriture il y a 3000 ans, mais aujourd'hui, on a Internet au sens large du terme.
modifie, mais considérablement, enfin, c'est même pas considérablement, complètement l'ensemble de tous les modèles acquis. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on est dans un surgissement d'un nouveau monde. Sauf qu'on connaît le passé, on ne connaît pas les passerelles pour arriver effectivement à ce nouveau monde dont on ne perçoit même pas ce qui va arriver dans les 20 prochaines années. Et ça, je le sens vraiment de manière forte, surtout dans les pays du Sud, qui ont une moyenne d'âge de 20 ans. La moyenne d'âge des pays du Sud ont 20 ans de moins que nous au niveau européen. Ce qui est tout à fait important dans le mind, dans le changement. Et j'évoquais tout à l'heure, je suis rentré en 1983, et 2 ans après l'arrivée de M. Mitterrand à la présidence de la République, qui a été vraiment un profond changement, je dirais, pour la France, dans le cadre effectivement culturel, mais surtout économique. Et 35 ans après, on se retrouve effectivement avec un changement également extrêmement important dans l'approche, en tout cas, de la transformation de la société. Souhaitons effectivement que ça puisse évoluer dans le bon sens, mais 35 ans probablement d'inertie en France qui fait que nous sommes aujourd'hui à ce niveau-là. Alors si vous avez évoqué justement à nouveau votre passage à l'IAE, et si justement, là, en 3 mots, je vous demandais de caractériser l'IAE de Paris, vous choisiriez lesquels? Alors, innovation, agilité, et un autre terme qui pourrait être effectivement un terme sur la convivialité. Et ça, c'est extrêmement important, c'est le sentiment que l'IAE a un sens, l'IAE Sorbonne a un sens. Et on le voit aujourd'hui, cette manifestation, où il y a tous les anciens, il y a l'ensemble effectivement des professeurs, l'ensemble effectivement de l'aspect académique. En gros, je résume, c'est l'égrégore de la Sorbonne à travers l'IAE. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté le principe de cette interview. Merci beaucoup de participer à la table ronde. Vous êtes un grand ancien, mais un formidable ancien pour le futur de l'IAE de Paris. Là, je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup. Bonsoir.